Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir au nom de notre association Agapa Suisse Romande pour notre deuxième journée de conférence. Cette journée est consacrée à la survivance dans le contexte des pertes de grossesse. C'est une notion fort peu connue, parfois controversée, et pourtant, les professionnels qui sont sensibilisés à cette problématique peuvent, lorsqu'ils sont confrontés sur le terrain aux jeunes et aux adultes qui ont perdu un frère ou une sœur pendant la grossesse de leur mère ou peu après, la reconnaître grâce aux symptômes que présentent ces personnes. Je citerai quelques questions que ces personnes se posent souvent inconsciemment. Pourquoi suis-je en vie alors que mon frère ou ma sœur sont morts ? Pourquoi je me sens menacée dans ma vie ? Pourquoi j'ai le droit d'exister ? Est-ce que j'ai le droit d'exister ? Pourquoi ce poids sur mes épaules ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de vivre pour deux ? Pourquoi je ne vais pas au bout de ce que j'entreprends ? Pourquoi je ne développe pas mes potentialités ? Pourquoi je ne peux pas prendre ma place dans ma famille, dans la société ? Pourquoi je développe des comportements à risque ? Pourquoi j'ai de la peine à faire confiance à mes parents ? Pourquoi est-ce que j'utilise une énergie démesurée pour répondre à l'attente de l'autre ? Le docteur Benoît Behl, qui est l'orateur principal de cette journée, va nous donner des explications au sujet de tous ces pourquoi. Le docteur Benoît Behl est psychiatre et docteur en philosophie. Il est spécialisé en psychiatrie périnatale. Je le remercie d'être venu de France, de Chartres plus précisément, pour nous consacrer cette journée. Je me réjouis d'entendre son exposé et je lui donne la parole. Merci bien pour cet accueil. C'est aussi une grande joie pour moi de pouvoir être là et de recueillir d'écouter les témoignages liés à cette association qui est effectivement dans un des sujets qui me tient à cœur. Cet après-midi, je vous expliquerai un petit peu l'origine de ma démarche, mais là, je vais plus être dans la notion de survivance ce matin que je vais attaquer directement. Alors, si on cherche à comprendre ce que signifie survivre, on peut dire que c'est avant tout demeurer en vie après la mort d'une personne, ou bien encore c'est rester en vie après un événement qui a fait des victimes. Alors, par extension, on utilise parfois cette expression pour dire qu'une personne a survécu à elle-même lorsqu'elle a été confrontée à la menace de son propre anéantissement. On va voir au fil de l'exposé un peu qu'il faut essayer de cerner cette notion de survivance qui ne va pas forcément de soi parce qu'on parle bien d'un conjoint survivant à un autre et ce n'est pas forcément... je pense qu'il faut peut-être circonscrire certaines diverses formes de survivance entre survivance individuelle et collective, on y reviendra. Alors, le survivant, c'est celui qui a réchappé à une catastrophe individuelle ou collective, j'aurais tendance à dire, qui a mis en péril son existence. Cette expérience marquante où le survivant réalise après coup, avec force, qu'il aurait pu mourir, là où d'autres n'ont pas eu sa chance, constitue, comme vous le disait la présidente de cette association, constitue bien souvent une véritable remise en question. Elle interroge l'être au monde et l'être à soi du survivant, le questionnant avec insistance sur sa raison d'être parmi les hommes, sa place au sein du cosmos, le sens de sa vie, sa confrontation à l'épreuve du mal et de la souffrance, parfois à la cruauté humaine. Mais la survivance ne représente pas seulement un drame existentiel, elle constitue aussi une épreuve psychologique souvent très lourde, dont il faut réussir à se libérer. Alors, quelles sont les situations qui exposent à la survivance ? Alors, dans un premier temps, je vais essayer de balayer un petit peu le champ de ce qui se passe pour l'enfant et l'adulte avant de pouvoir consacrer les choses à la période prénatale, périnatale ou périconceptionnelle. Alors, si on pense à la survivance collective, on a tout de suite en tête les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les ouragans, tsunamis, toutes ces catastrophes liées au monde naturel qui vont faire tant de morts et des survivants. Mais il y a aussi les maladies avec les épidémies. On peut penser aux épidémies de peste ou de choléra autrefois.
On pourrait chercher à étendre la notion de survivance à, par exemple, une menace de mort personnelle au cours d'une maladie, par exemple un état de mal asthmatique ou un infarctus, pourquoi pas? On peut se poser la question, est-ce qu'il faut l'étendre à ça? Ça peut être aussi, j'avais mis aussi tentative d'assassinat par un malade mental, pourquoi pas, puisque une fois j'ai eu l'occasion de rencontrer ce type de situation. Alors il y a aussi des accidents de transport, avions, chemin de fer, voitures. Il y a eu la catastrophe du tunnel de Mont-Blanc, pas loin d'ici. Un accident de moto, ou pourquoi pas pour un piéton aussi. Et puis des activités industrielles, des catastrophes liées à des activités industrielles, une explosion sur le milieu du travail, par exemple, qui va faire des morts et des survivants. On peut penser aux nuages toxiques, à Tchernobyl, à toutes sortes d'accidents liés à l'activité humaine. Et puis il y a surtout, et c'est sans doute ce qui vient souvent en tête, la question du pouvoir de destruction humaine, avec à la fois la guerre, à la fois ces génocides, comme ça a été le cas avec la Shoah sous le nazisme, le génocide arménien, plus récemment le Rwanda. Donc on voit parfois ces drames humains où la cruauté humaine va essayer de décimer un groupe d'hommes. Et il y a cette notion de groupe d'hommes qui est important dans la question de survivance. Si on veut étendre la survivance à des questions individuelles, on peut voir effectivement la question de survivre à sa propre mort dans des expériences de torture ou des tentatives de meurtre, quel que soit le mobile. Par extension, j'ai vu aussi utiliser la notion de survivant pour, par exemple, les survivants de l'inceste. Moi, je trouve que c'est peut-être excessif d'étendre trop la notion de survivance, mais c'est vrai c'est l'idée finalement que la personne a été confrontée à son anéantissement psychique par ce traumatisme sexuel, et certains emploient cette notion de survivance. Moi, j'aurais tendance à éviter. Je crois qu'il vaut mieux rester dans la définition du traumatisme psychique, qui est vraiment cette notion de confrontation à une menace de mort ou à un anéantissement de soi. Je pense que c'est peut-être plus parlant. Alors donc, comme je vous le disais, ces deux types de survivance qu'on pourrait dégager d'emblée avec cette notion de survivance collective, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'humains qui affrontent une expérience terrible, soit une expérience qui est assez instantanée, qui va être un tremblement de terre, ça va être quelque chose qui va se passer en quelques heures. Enfin, je n'ai pas l'expérience, mais c'est quelque chose d'assez ponctuel, ou quelque chose de plus prolongé. Par exemple, l'expérience concentrationnaire, un camp nazi, c'était quelque chose qui s'étalait sur le temps, qui pouvait durer plusieurs mois ou années. Et puis, donc ces expériences collectives où il y a un groupe de pairs, et là-dedans, il va y avoir des morts et des vivants. Et puis, par extension, cette possibilité d'étendre la survivance à la question d'une menace personnelle de mort, avec une survivance plus individuelle. Et dans le domaine périnatal, on va le retrouver avec cette question de ces enfants qui ont été, par exemple, qui ont eu la menace sur leur propre vie d'un avortement provoqué, par exemple, et qui survivent par-delà ce geste qui a échoué. Alors, certains auteurs ont réservé au niveau psychologique la notion de survivance ou l'appellation de survivant exclusivement aux situations de survie collective, et c'est un petit peu la tendance que j'ai moi, même si je laisse une porte ouverte pour la survivance individuelle, j'ai tendance à considérer avant tout une définition du survivant dans une forme collective, et puis comme je vous le disais, d'autres au contraire étendent puisqu'on parle même des survivants de l'inceste. Alors dans la définition un peu académique, si je puis dire, que j'ai donnée de la survivance. J'avais donné cette définition, j'avais essayé de réfléchir à une définition du survivant au sens collectif du terme, et j'avais dit est appelé survivant l'être humain qui, appartenant à un groupe de semblables dont il partage la condition, se trouve à un moment particulier de son existence, quel qu'en soit le stade, confronté à une menace sérieuse d'anéantissement, de mort ou de destruction, soit que cette menace résulte d'une action humaine extérieure ayant pour but recherché ou involontaire de mettre en péril son existence, soit qu'il s'agisse d'une cause naturelle ou accidentelle extérieure ayant en général un caractère inhabituel ou répétitif propre à anéantir.
Et dans ces circonstances, un ou plusieurs semblables appartenant au groupe ont trouvé la mort. L'idée, c'est d'essayer de dégager un petit peu, de rassembler toutes ces expériences qui existent dans la vie humaine et de leur donner une définition qui les recouvre, en prenant soin de se dire que tout le monde n'est pas survivant, parce que on perd un proche, on pourrait se dire survivant de ce proche, alors que je pense que là on est plus dans le deuil. Alors, quels sont les écrits autour des aspects psychologiques de la survivance collective? En réalité, il y a eu beaucoup d'écrits de psychiatres ou de psychologues autour de ce thème de la survivance collective, notamment à la suite des expériences de la Deuxième Guerre mondiale et de l'épreuve des camps de concentration nazis. Alors, l'un de ces auteurs, qui est très connu, qui est Bruno Bettelheim, a écrit sur ce thème dans 2 de ses ouvrages, qui s'appellent « Le cœur conscient » et « Survivre ». Et il explique donc cette expérience de l'internement qui a duré 1 an au camp de Dachau puis de Buchenwald, et tout le contexte auquel il était soumis, avec toutes ces tortures, ces privations de nourriture, ces travaux forcés exténuants, et puis toutes ces humiliations perpétrées, qui visaient finalement à anéantir tout sentiment d'identité. Alors, pendant cet internement, Bettelheim raconte qu'il s'est livré à une sorte d'expérience qui lui a permis de survivre, justement, et de vivre, en se livrant à une sorte d'étude aussi méthodique que possible des réactions psychologiques des prisonniers au sein du camp. Et il menait cette étude avec une sorte de rigueur scientifique, comme ça, observant les choses, essayant de les retenir, faisant un exercice de mémorisation. Et le camp devenait un peu pour lui une sorte de terrain d'observation clinique, qui lui permettait finalement non pas de se livrer à une sorte d'expérimentation scientifique sordide qui serait vraiment terriblement inhumaine, mais c'était plutôt pour lutter, pour préserver sa dignité et son sens d'être humain, son identité personnelle, sa dignité humaine justement de clinicien, de quelqu'un qui était là, alors que tout ça était menacé par le camp de concentration. Il restait quelqu'un de capable de penser, quelqu'un qui avait une personnalité propre et qui pouvait rester lui-même. Alors, comme tant d'autres rescapés des camps, bien sûr, Bettelheim a été fortement marqué par l'épreuve de cet internement, et il dégageait un petit peu deux aspects. À la fois le traumatisme originel contribuait à la désintégration de la personnalité dans cette épreuve, et aussi il dégageait le fait qu'il y avait toutes des répercussions du traumatisme sur toute la vie de l'individu. Alors Bettelheim insistait beaucoup sur la culpabilité du survivant, et un certain nombre d'auteurs ont relevé cet aspect important. Le survivant a été le témoin impuissant de l'assassinat quotidien de semblables. Il a vécu ça pendant plusieurs années sous la menace directe et continue de sa propre existence, et c'est un effet terrible. Alors il rapporte le récit d'une juive qui a réussi à survivre en étant placée au service d'un pasteur, et qui, ayant pris soin de détruire les papiers administratifs, avait pu comme ça survivre, et qui expliquait à Bettelheim justement son sentiment de culpabilité d'avoir survécu, en disant « Pourquoi moi pourquoi ai-je été épargné ?» Donc ces questions dont vous parliez en introduisant mon intervention. Alors Bettelheim, je le cite, là il dit « On se sent obligé de justifier la chance qu'on a eue de faire partie des rares rescapés, alors que des millions d'autres ont été exterminés. » D'après lui, la survivance engage une responsabilité particulière, due au fait qu'un droit qui devrait être acquis dès la naissance, celui de vivre sa vie en sécurité dans une paix relative sans risquer d'être assassiné par l'État, dont l'une des premières obligations, ça va de soi, est justement de protéger la vie des individus, ce droit qui devrait être acquis par la naissance est éprouvé en réalité comme un coup de chance immérité et inexplicable. C'est par miracle que le survivant a été épargné, alors que des millions d'êtres qui étaient dans la même situation que lui ont péri, si bien qu'il a l'impression de devoir sa survie à un dessein impénétrable. Une voie, celle de la raison, essaie de répondre à la question « Pourquoi ai-je été épargné ?» de cette façon. Et alors la voix répond « C'est uniquement une question de chance, de hasard, de pur hasard, il est impossible de répondre autrement. » Et puis une autre voix de la conscience réplique « C'est vrai, mais si tu as eu la chance de survivre, c'est parce qu'un autre prisonnier
est mort à ta place. Et on voit tout de suite l'accusation, l'auto-accusation derrière cette voix qui porte une accusation ensuite plus grave encore. Hein. Certains sont morts parce que tu les as chassés d'un poste de travail plus facile, d'autres parce que tu ne les as pas aidés en leur donnant par exemple une partie de ta ration, de tu aurais très bien pu te passer. Et il y a toujours cette ultime accusation à laquelle il n'existe pas de réponse acceptable. Tu te réjouis de ce que d'autres soient morts et non pas toi. Ces sentiments de culpabilité et cette impression d'être tenu à une obligation particulière sont irrationnels, explique Bettelheim, mais cela ne les rend pas moins aptes à dominer toute une vie. Le plus souvent, c'est cette irrationalité même qui les rend si difficiles à surmonter. Alors donc, le fait d'être un survivant constitue un fardeau exceptionnel et extrêmement lourd. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre, mais avec lequel il faut vivre, comme l'expliquait cette rescapée de génocide. Alors, Bettelheim distingue 3 groupes de réactions chez les survivants. Un premier groupe qui se laisse détruire par l'expérience vécue, un deuxième qui essaie de nier toute conséquence durable, et puis un troisième groupe qui s'engage pour toute leur vie à lutter pour rester conscient, essayer de faire face aux dimensions les plus terribles, et cependant parfois atteindre de l'existence humaine. Alors notamment dans son autre ouvrage Survivre, Bettelheim note bien que la survie finalement n'a absolument rien à voir avec ce que le prisonnier peut faire ou ne pas faire, et que pour l'immense majorité des cas, eh bien la survie dépend à une libération éventuelle décidée par les autorités du camp, quelque chose qui est vraiment complètement fortuit, sans explication possible, ou bien aussi parce que la libération s'est produite. Alors, ce qui compte aussi, c'est que cette expérience de survie, finalement, donne une sorte de message, laisse une sorte de message chez le survivant. Hein. Y a pas que du désespoir. Et Bettelheim explique, notre expérience ne nous a pas appris que la vie est dénuée de signification. Elle nous a appris que, aussi misérable que soit le monde où nous vivons, il est aussi différent de l'univers concentrationnaire que la nuit du jour, l'enfer du salut et la mort de la vie. Elle nous a appris que la vie est un sens, bien qu'il soit difficile de le sonder, et un sens beaucoup plus profond que nous le croyions possible avant de devenir des survivants. Et notre sentiment de culpabilité qui nous vient d'avoir eu la chance extraordinaire d'avoir survécu à l'enfer des camps de concentration constitue une part importante de cette signification et témoigne pour une humanité que même l'abomination des camps ne peut détruire. Il y a quelque chose qui reste par-delà cette épreuve complètement cruelle et inhumaine qui pousse l'être humain vers la question du sens de la vie. Et alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire en entier, j'ai fait que le survoler, mais il faudrait confronter aussi les écrits de Bettelheim avec ceux de Viktor Frankl qui a fondé la logothérapie. Alors, je sais plus, son livre, je crois, s'appelle « Découvrir le sens de la vie », mais je suis pas sûr. Et Viktor Frankl qui a également vécu l'expérience des camps de concentration. Lui a construit ses thérapies autour de la question du sens de la vie suite à l'expérience des camps de concentration. Donc on voit bien que cette notion de la question du sens de la vie est quelque chose de très fort à travers cette épreuve de la survivance, dans un contexte particulièrement extrême. Il ne faut pas oublier le contexte de l'expérience nazie, donc on va voir qu'il y a beaucoup de formes de survivance différentes. Mais par exemple, j'avais lu, alors j'ai pas lu le témoignage en direct, mais indirectement. Par exemple, je crois que le baron Ampin qui avait été menacé de mort dans un enlèvement, visiblement avait perçu cette question du sens de la vie et voyait que sa vie ne pouvait plus être vécue de la même manière qu'auparavant. Donc il y a une espèce de remise en question de la présence au monde et du sens de la vie. Alors, si on regarde cette clinique psychopathologique chez le survivant ou psychologique, la question du sentiment de culpabilité est centrale chez vraiment un certain nombre d'auteurs, que ce soit dans une expérience des camps de concentration ou que ce soit dans d'autres expériences de survie collective. Donc, je vais essayer de balayer un peu un
un champ un peu large de réactions de personnes qui ont écrit sur cette question de la survivance. Beaucoup, c'est parmi les rescapés de la Shoah, mais aussi on va voir des descriptions autour par exemple, de la question des groupes de tuberculeux dans les sanatoriums autrefois ou bien dans des accidents de voiture. Donc pour vous donner des illustrations de ce que peut vivre le survivant adulte d'une expérience comme les drames de guerre, Hélène Streneka, je ne sais pas si je prononce bien, il fait nuit, c'est terrible, le ciel est couvert de lueurs d'incendie, là-bas dans ces flammes périssent mon papa, mon grand-papa, mes frères, j'ai pensé que j'ai commis un vol envers mes compatriotes. Pourquoi ai-je sauvé ma vie? Pourquoi suis-je sorti du ghetto? J'ai commis une trahison, je n'aurais pas dû en sortir quand d'autres hommes plus dignes que moi y sont restés. Mais chaque homme veut vivre, je l'ai voulu aussi. L'homme est égoïste, j'ai pensé à moi-même, j'ai travaillé, j'ai mené une vie normale pendant que des centaines de mes frères périssaient et qu'un crime atroce s'accomplissait aux yeux du monde. En 1946, Ernest Papanek évoque le sentiment de culpabilité d'enfants victimes de la guerre, déportés et orphelins, accueillis aux USA. Ceux-ci ont pu être sauvés alors que leurs parents sont morts, et ils croient que tout le monde leur fait des reproches. Ça, c'est un point intéressant. La culpabilité se retourne en sentiment de persécution. J'ai commis une faute, donc on m'accuse, et les proches m'accusent. Donc une enquête concernant ce qui est arrivé à leur famille ou leurs amis leur fait croire qu'on les désapprouve parce qu'ils sont en vie et que les autres sont morts. Ils n'aiment pas le dire et cependant ils ont besoin d'en parler à quelqu'un qui puisse les délivrer de leur cauchemar. Alors dans un tout autre registre, Maurice Porot, qui s'est pas mal intéressé à cette question du syndrome de survivant, note dans un ouvrage publié en 1950 sur la psychologie des tuberculeux, il note l'existence tout à fait inattendue et paradoxale d'un sentiment de culpabilité chez des malades qui séjournent en sanatorium. Et qui survivent finalement au décès d'autres membres de leur groupe. Et Porot insiste beaucoup sur cette dimension d'effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y a finalement, le survivant a l'impression d'avoir trahi le groupe. Il a échappé à la règle du groupe. Et la mort, lorsqu'elle survient dans ce cadre, perd son caractère exceptionnel. Elle devient, pour ainsi dire, logique. Elle est attendue comme un fait normal, ordinaire. Donc le survivant garde en mémoire les moments qu'il a partagés avec un grand nombre de disparus et il finit par éprouver une impression de dissidence car il a trahi le devenir normal de la communauté à laquelle il appartient. Finalement, la logique devient celle de la mort et à partir du moment où on appartient à ce groupe qui est décimé, on devrait être dans une logique où on aurait dû périr. Alors, dans une description du syndrome des camps d'extermination, Trotman, en 1961, évoque les états anxieux, les réactions de deuil en rapport avec les rêves de réviviscence et surtout le sentiment de culpabilité des survivants. Cet auteur explique alors que ce sentiment de culpabilité n'est pas en rapport avec ce que le déporté a pu faire, comme Bettelheim le disait aussi, lui, de son côté, ou surtout ne pas faire pour survivre, par exemple ne pas aider un camarade en difficulté pour ne pas s'exposer lui-même. Ce qui joue, c'est surtout d'avoir survécu et non pas comment on a survécu. La preuve en est qu'on a pu observer ce sentiment de culpabilité du survivant chez des rescapés d'une catastrophe de très courte durée, par exemple l'effondrement d'un balcon dans un autre grand hôtel qui entraînait la mort de ceux qui étaient dessous et dessus. Donc, lui, il rapporte d'autres cas justement de survivance. Lifton en 1967, donc on voit toute la continuité de la littérature. J'ai pas du tout une prétention à l'exhaustivité là dans cette recherche, mais on voit quand même que ce thème marque la clinique psychiatrique. Lifton, lui, rapporte le sentiment de culpabilité qu'éprouvent les survivants d'Hiroshima. Celui-ci remarque qu'il y a toujours des raisons pour le survivant de trouver une faute pour mettre l'accent sur le fait que la mort ne s'est pas produite au moment où elle aurait dû survenir. Aucune expérience de survie, en d'autres termes, ne peut survenir sans une culpabilité sévère, ajoute cet auteur. L'auto-accusation inconsciente « je suis responsable de sa mort » peut aisément devenir « je l'ai tué ». Cet auteur signale que des remarques analogues auraient été faites lors des pestes du Moyen-Âge. Alors ça, je n'ai pas les écrits, mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a été écrit autrefois dans ces épidémies de peste. Il faudrait rechercher du côté du choléra, quand il y a eu cette épidémie de choléra, je crois, en Espagne. Niederland, en 1968, décrit un syndrome du survivant chez des rescapés des camps de concentration nazis, qui se caractérise pour lui par des troubles anxieux, amnésiques et hypermnésiques, des cauchemars, un état de dépression chronique, des tendances au retrait et à l'isolement, des altérations de l'identité, des troubles somatiques et d'autres d'allure psychotique, ainsi que par un aspect physique de spectre, de fantôme. Il dit avoir observé ces troubles, surtout parmi ceux qui, en tant que presque seuls survivants de leur famille, sont chargés d'une sévère culpabilité provenant du seul fait qu'ils ont survécu.
Et cet auteur ajoute que ce sentiment est peut-être la plus tragique des ironies amères de cette situation particulière. Il précise que les survivants sont écrasés par une culpabilité qui peut s'analyser ainsi. Je vis et ils sont morts, c'est-à-dire ils ont été inconsciemment sacrifiés par moi. Il y a ce retournement de la culpabilité en une espèce d'auto-accusation. Finalement, c'est moi qui suis responsable de leur mort parce que si je n'étais pas en vie, il y aurait quelqu'un qui serait en vie à ma place. Alors, en 70, Porot, dont je viens de parler, rapporte le suivi d'une jeune femme, Michel, dont l'anorexie mentale est apparue à la suite d'un accident automobile. Depuis l'accident, alors qu'elle avait un poids stable auparavant, Michel maigrit régulièrement et cet amaigrissement s'accélère. Peu à peu, elle présente des signes typiques d'un tableau d'anorexie mentale. Et au cours de la psychothérapie, des sentiments de culpabilité intenses apparaissent. Dans un premier temps, la jeune femme s'accuse d'être responsable du drame car elle a incité ses sœurs à accélérer leur départ. La collision ne se serait pas produite sans cette intervention malencontreuse, pense-t-elle. Puis elle s'accuse dans un deuxième temps d'être personnellement la cause de la mort de sa petite nièce qu'elle tenait sur ses genoux lors de l'accident. Elle en était responsable puisqu'on lui avait confié, elle aurait dû la protéger, elle n'avait pas réussi à le faire. Il n'était donc pas normal qu'elle ait sauvé sa vie alors que l'enfant avait été tué. L'évolution psychique de la jeune femme ne fut véritablement positive que lorsque celle-ci peut évoquer une culpabilité plus primitive, celle du survivant qui a seul dans son groupe échappé à la mort. Cette prise de conscience de sa trahison, Porot insiste beaucoup sur la notion de trahison à l'égard du petit sous-groupe familial qu'elle formait ce jour-là, avec ses sœurs et sa nièce, toute morte dans l'accident, fut une véritable révélation. C'est à partir de cette prise de conscience qu'elle s'est sentie, comme elle dit elle-même, complètement transformée et libérée d'un état de cauchemar dans lequel elle vivait depuis plus de 3 ans. Alors, comme vous le voyez, on pourrait citer encore d'autres travaux. Le nombre des travaux consacrés aux survivants est grand. Je voudrais simplement achever cette énumération en soulignant la communication de Porot en 1985 devant la Société médico-psychologique autour du syndrome de culpabilité du survivant. Alors, Porot constate que plusieurs auteurs ont signalé ce syndrome de culpabilité du survivant assez récemment, il écrit ça en 1985, que ce syndrome apparaît lors de grandes catastrophes collectives, camps de concentration, bombes atomiques, mais aussi dans des collectivités comme le rassemblement de malades chroniques, tuberculeux autrefois, voire de simples constellations familiales lors d'accidents de la route, ou même d'une dyade mère-enfant, puisqu'on l'a signalé chez les mères d'enfants morts de leucémie. Qu'il est nécessaire qu'il s'agisse de personnes proches du point de vue affectif, ou au moins ce sentiment d'appartenance à un groupe, et que le fond commun pourrait s'exprimer en « j'ai trahi le groupe ou les êtres chers, ceux auxquels j'étais lié, en ne mourant pas avec les autres, quel que soit le mécanisme évoqué ». Alors, plus récemment, la question de la survivance apparaît ça et là dans le monde de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Par exemple, je suis tombé sur un article de Françoise Weil-Alpern qui évoque l'histoire d'Alexandre, qui est survivant d'une famille atteinte par le sida. Et c'est son père qui est à l'origine de la contamination, puis sa mère et sa sœur disparaissent. Alors, il reste seul et sera élevé par une tante. Et ce qui est intéressant, ce que note l'auteur, c'est qu'Alexandre doit affronter très fortement l'agressivité, voire même la haine de sa mère. Sa mère explique ainsi « Si ma grossesse n'avait pas été si avancée, j'aurais avorté d'Alexandre. Pendant toute la grossesse, j'avais la hantise qu'il ne ressemble à mon mari. J'ai honte de vous dire ce que je ressentais, car c'était une grande colère et même plus que cela de la haine. Je pense que j'ai eu, en le voyant, la prémonition qu'il ne serait pas infecté. Il n'était pas dans le même camp. Il allait vivre et nous étions tous condamnés. » La bonne santé d'Alexandre défie le destin. Et la mère se pose la question, pourquoi n'a-t-il pas été infecté? Comment a-t-il échappé? Donc, dès sa naissance, il affronte les reproches. Son entourage navigue entre culpabilité, ambivalence et haine. Alors, Cyrulnik, en 91, Boris Cyrulnik, confirme lui aussi le sentiment de culpabilité qu'éprouvent les survivants, et il parle notamment de l'expérience de la survie chez l'enfant, et note que c'est une démarche courante que l'enfant s'accuse de la mort de ses parents, par exemple, et se sente responsable de leur mort lorsqu'il les perd. Du côté des écrivains aussi, ça me paraît important d'avoir en mémoire le témoignage d'écrivains, comme Elie Wiesel, qui dit
quelque chose de très fort. Hein. Je vis, donc je suis coupable. Je suis toujours de ce monde parce qu'un ami, un camarade, un inconnu sont morts à ma place. Ceux qui n'ont pas vécu l'expérience ne sauront jamais. Ceux qui l'ont connue ne parleront jamais. Pas vraiment, pas complètement. Le survivant sait, lui et personne d'autre, et il est ainsi obsédé par la culpabilité et le désespoir. Alors c'est dire la force de cette question de la survivance, avec bien sûr tout le contexte du traumatisme psychique qui entoure ces expériences où des choses dramatiques ont été vécues dans une perception et une émotionnalité très forte et qui ont parfois confronté à des drames de cruauté humaine terribles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que parallèlement à tous ces travaux autour de la culpabilité des survivants, eh bien, d'autres auteurs, au contraire, vont avoir la tendance à nier cette question de la culpabilité et à dire non, tout ça c'est du baratin, il n'y a pas de culpabilité du survivant, ça n'existe pas, c'est des histoires. Certains auteurs, au contraire, disent que les survivants sont des êtres exceptionnels, supérieurs en raison de leur expérience dans les camps de concentration. Et ainsi, Terence Desprez explique « Les survivants embrassent la vie sans réserve car ils ont appris à vivre selon les impératifs les plus frustres du corps. Ils ne peuvent pas se sentir coupables puisque la culpabilité est l'une des contraintes de la culture les plus importantes et le survivant s'en est libéré. » Alors une telle vision heurte fortement Bettelheim, par exemple, qui lui, au contraire, voit dans la question de la culpabilité une manifestation vraiment importante de son humanité et de sa dignité. Mais d'autres auteurs encore nient cette question de la culpabilité. Par exemple, Bieder de la Société médico-psychologique en France. Moi, j'avais eu un contact par courrier avec lui. Il me dit, il critiquait beaucoup la formule culpabilité des survivants, encore plus la notion de syndrome de culpabilité des survivants. Et selon cet auteur, qui dit avoir côtoyé un grand nombre de rescapés des camps de concentration, il dit « On ne retrouve pas toujours de culpabilité chez les survivants. J'ai longtemps vécu avec des survivants, m'a-t-il écrit. J'en ai suivi certains pendant des années sans la rencontrer. On connaît même, et j'en ai vu, des cas contraires. » Et il me citait le cas d'un rescapé qui, lui, s'estimait au-dessus des lois, comme si la déportation le justifiait définitivement, quoi qu'il fasse, car il avait payé d'avance. Il était au-dessus des lois, il n'avait pas... je crois il me semble qu'il ne payait pas ses impôts. Alors, il avait des plaintes contre ça. Alors, il me semble, je crois que c'est les impôts. Et il ne comprenait pas. Il était forcément au-dessus de la loi, il n'y avait pas de problème. Et selon Bieder, cette culpabilité observée, en fait, serait un produit de la culpabilisation sociale du survivant, c'est-à-dire qu'il y aurait une dimension dans la société où on reprocherait aux survivants finalement de ne pas avoir partagé le même sort et par conséquent la culpabilité serait non pas liée à l'expérience même de la survivance mais plutôt un produit de l'extérieur de l'environnement. Ce qui rejoint ce que décrit un peu Barrois, le général Barrois, qui est un psychiatre des armées, qui a beaucoup travaillé sur le traumatisme psychique. Lui, il explique qu'il y a une espèce de culpabilité, un traumatisme second du survivant, c'est-à-dire qu'effectivement, le survivant, finalement, est quelqu'un d'un peu mal vu et on lui fait des reproches. Parce qu'il est dérangeant, il est suspect d'être là, finalement, d'être en vie. On se dit que ce n'est pas normal qu'il soit en vie, il aurait dû mourir. Et c'est quelque chose qui se voit d'ailleurs dans les traumatismes psychiques en général. Plus simplement, il y a toujours un petit peu cette méfiance que celui qui est traumatisé abuse un peu du système. Et moi, j'avais suivi comme ça quelqu'un qui s'était fait agresser dans un bus. Il disait bien combien il était... il souffrait de l'espèce de solitude, comme ça, une espèce de reconnaissance subite. Et puis après, on délaisse celui qui a vécu une agression. Alors... Ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux mouvements, ces descriptions de culpabilité d'un côté, négation de la culpabilité, avec, on voit bien quelque chose de l'ordre de la mégalomanie, de la toute-puissance. Je suis au-dessus des lois ce que disait Terence Desprez, le survivant embrasse la vie sans réserve. Bon, on a l'impression que c'est un peu excessif quand même par rapport à ces expériences terribles. Et je pense qu'il faut envisager l'expression de la survivance dans une vision tridimensionnelle.
C'est-à-dire qu'il existe un autre horizon de la survie, parallèlement, à mon avis, indissociable de la culpabilité, qui est à la fois un sentiment de puissance, effectivement, j'ai survécu à la mort des autres, donc je suis plus fort qu'eux, et à la fois, il va se résulter de ce mouvement à la fois de culpabilité et de toute puissance, le besoin de mettre la vie à l'épreuve pour la tester, pour voir si elle est effectivement valable, éprouver la survie en se confrontant à sa mort. À la fois, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition, revivre à nouveau cette question de se retrouver au bord de la mort et de survivre, et à la fois quelque chose d'un test. Est-ce que je mérite d'être en vie et finalement, est-ce que je vais avoir un accident ou bien et puis valider la survie. Ah ben oui, je suis vraiment plus fort puisque j'ai pris un risque et je me suis affranchi de ce risque, donc effectivement je mérite d'être en vie et je suis plus fort. Mais c'est quelque chose d'un peu sans fin qui ne peut pas être bon. Alors oui, je vais peut-être un petit peu passer les... Donc on trouve comme ça des écrits qui insistent sur cette question de l'instant de puissance que constitue le moment de survivance. Et en 66, par exemple, Elias Canetti écrit « L'instant de survivre est instant de puissance. J'ai tué la mort, toute douleur est petite mesurée à ce triomphe. » C'est sans doute Boris Cyrulnik qui va, à ma connaissance, le mieux articuler cette question de la culpabilité, de la toute-puissance et du besoin d'éprouver la survie. Et moi, j'avais noté, sans connaître ses travaux à l'époque, j'avais justement décrit mes deux premières observations de survivants conceptionnels, où je m'étais dit, cette survivance, ça ne correspond pas à la culpabilité qui est décrite. Moi, je connaissais que les travaux sur la culpabilité, et je m'étais dit, il y a une autre dimension. Il y a à la fois la confrontation à la survie, il y a la mégalomanie, et j'ai retrouvé ça après chez Boris Cyrulnik, et je m'étais dit, alors c'est lié au fait que ce soit la survivance conceptionnelle, c'est plus proche, donc il y a quelque chose d'autre qui se met en place, et puis en fait, non, il y a le même problème chez l'adulte ou chez l'enfant. Alors, Boris Cyrulnik, lui, a bien analysé, je trouve, cet aspect tridimensionnel, et a bien posé cette articulation de la culpabilité, de la puissance et de l'épreuve de la survie. Il envisage, alors, il dit qu'il s'ajoute à cette culpabilité du survivant la fierté honteuse du survivant. Et alors, il cite Pierre Janet, je crois qu'il est un psychiatre du début du XXe siècle, qui est parti à l'assaut lors d'un épisode de la Première Guerre mondiale, et celui-ci reste debout alors que les autres soldats tombent autour de lui. Il en ressent l'impression d'une condition surnaturelle, le sentiment grisant d'avoir été élu, bien que cette euphorie reste honteuse, entachée par la culpabilité. Cette fierté honteuse est source de clivage. L'individu est contraint à cacher la partie meurtrie de sa personnalité pour n'exprimer que la partie socialement acceptable. Dans son débat intérieur, l'enfant sait qu'il a triomphé de la mort, il est un héros. Il ne peut pas le dire puisqu'il est coupable et pourtant il a triomphé de la mort. Les autres sont morts et pas lui. Il est contraint au défi, alors d'Ali, à la preuve par l'épreuve, à la validation par la prise de risque. Et donc, Cyrulnik s'est pas mal intéressé à ces enfants qui prennent des risques comme ça et qui se mettent dans le secret avec avoir des conduites à risque, complètement au-dessus de leurs moyens, comme se jeter dans un torrent, escalader une montagne en secret. Ainsi, chez le survivant, le sentiment de culpabilité imprégné de mégalomanie se double d'un sentiment de toute puissance. Le survivant a tué la mort, il triomphe, il est hors du commun, presque invulnérable, à moins qu'un événement vienne révéler la fragilité qu'il garde enfouie au plus profond de lui-même et rappelle que la victoire a été remportée au détriment de la mort des autres. Le survivant n'a alors pas le droit à l'échec, car cet échec réveille la culpabilité et fournit la preuve qu'il aurait dû mourir. Sa vie devient alors usurpation, ce sont les autres et non lui qui méritaient de vivre. Contraint à la victoire pour ressentir la paix, tout échec réveille en lui un sentiment de néant et de mort méritée. Donc on voit la position très difficile, la position existentielle très difficile pour le survivant qui tient comme sur un fil. Alors, maintenant, il faut passer à ce qu'on observe dans la période périnatale. Et il faut d'emblée faire la réserve que, je veux dire effectivement que on ne va pas faire d'amalgame entre une expérience concentrationnaire de camp nazi et le vécu d'une survivance périconceptionnelle de PMA, de procréation assistée ou de survivants d'avortements multiples. Donc, bien avoir présent qu'il y a quand même deux aspects à bien distinguer. Il peut y avoir des expériences
traumatiques d'un côté, c'est-à-dire tous vécus d'un camp de concentration où la personne est confrontée à des actes d'humiliation, de barbarie humaine, à des conditions de survie extrêmement précaires, difficiles, avec, en étant affamé, en travaillant de façon forcée dans des conditions extérieures terribles. Donc ça, c'est vraiment du registre du traumatisme psychique. Et il y a toute la clinique du traumatisme psychique avec ce qu'on appelle le syndrome de répétition, quand la personne est hantée par des cauchemars répétitifs la nuit, ou bien qu'elle a des flashs post-traumatiques où elle revoit des scènes traumatiques. Tout ça, je dirais, c'est vraiment l'expérience traumatique du vécu sensoriel émotionnel qui accompagne l'expérience traumatique, et qu'il faut, à mon avis, distinguer de cette partie survivance, qui serait une sorte de noyau existentiel qui se surajoute peut-être à des conditions plus extérieures, et qui interroge précisément le sens de l'existence de la vie. Donc cette réserve étant faite, s'il ne faut pas faire amalgame, il ne faut pas non plus nier l'existence de survivance prénatale ou périnatale, car effectivement la clinique nous montre aussi ces questions de survie conceptionnelle, gestationnelle ou postnatale, et finalement les observations cliniques existent, et je pense que celles de l'AGAPA aussi vont dans ce sens-là. Alors, quelles sont les situations périconceptionnelles, Alors, quand je dis périconceptionnelles, c'est qu'on est vraiment autour du moment de la conception, et ça va être principalement dans les techniques de procréation assistée qu'on peut voir ce genre de choses. Gestationnelle, c'est la période de la grossesse, et postnatal, ça va être le postpartum immédiat, avec, par exemple, un enfant jumeau qui meurt et l'autre qui survit. Alors, si on prend des situations... si on reste dans cette division des expériences individuelles ou collectives, du côté des expériences collectives, on peut voir la question des fausses couches à répétition ou des interruptions médicales ou volontaires de grossesse également répétées, la question de l'assistance médicale à la procréation, également la question de la réduction embryonnaire, par exemple, ou de l'interruption sélective de grossesse, dans des cas de grossesse multiple où un embryon ou un fœtus va être supprimé pour laisser en vie un autre embryon. Que ce soit dans une grossesse multiple, par exemple des triplés, des quadruplés, et on supprime 2 embryons pour laisser une grossesse de jumeaux ou une grossesse simple, ou que ce soit aussi des pathologies médicales qui nécessitent de supprimer un enfant, comme par exemple, alors je sais, je me trompe toujours, c'est le syndrome transfuseur-transfusé, je ne sais pas si quelqu'un... donc où la pathologie médicale fait que certains médecins proposent l'interruption sélective de grossesse pour qu'il y ait un des 2 jumeaux qui reste en vie. Alors, si on voit bien que les expériences vont être soit synchroniques, c'est-à-dire toutes les pertes vont survenir en même temps dans un instant circonscrit, ou bien au contraire, ça va être des pertes qui vont concerner un groupe de pairs, un groupe de semblables, mais qui vont s'étaler dans le temps. On voit bien que dans des expériences de fausses couches à répétition, il va y avoir un enfant, mettons, qui va vivre alors qu'il y a eu X fausses couches, par exemple, ou X avortements, ou des fausses couches, des avortements volontaires, et il y a un enfant qui vit, lui, et qui peut être atteint de ce sentiment de survivance dans ce cadre-là, et on voit bien qu'il a le sentiment d'appartenir à une fratrie très large qui s'est étalée sur plusieurs grossesses, donc sur plusieurs années. En revanche, si on prend par exemple une fécondation in vitro, on va par exemple féconder 15 embryons, il va y en avoir 5 ou 6 de détruits parce qu'ils ne sont pas assez beaux pour être transférés, il va y en avoir 6 ou 7 de mis au congélateur, et puis 3 d'implantés. Il va y avoir un transfert multiple et il va y avoir là-dessus, 2 embryons qui s'implantent, et mettons un embryon meurt en cours de grossesse. C'est pas, je veux dire, c'est pas seulement un cas d'école, c'est des choses qui peuvent arriver en vrai. Donc on voit bien que l'enfant a appartenu à un groupe d'embryons qui est clairement identifié. On sait qu'il y en a eu, mettons, 15 ou 16 de fécondés. On sait que
il y a aussi des embryons qui vont être congelés. Alors, à la limite, sa naissance peut avoir eu lieu après plusieurs transferts d'embryons décongelés. Et lui va être, par exemple, le dernier à être décongelé et celui qui marche. Et donc, l'impression que c'est un peu miraculeux que sa vie soit là. Alors, si on est attentif aux différents temps, par exemple, pour être plus détaillé sur la pratique de l'assistance médicale à la procréation, c'est vrai qu'il va y avoir, par exemple, le transfert multiple d'embryons. On réimplante plusieurs embryons. Alors, d'une part, on féconde pas mal d'embryons pour en avoir le plus possible pour réussir. On réimplante plusieurs embryons. On en congèle et on en décongèle. Il y a à peu près 40% d'embryons qui meurent au moment de la décongélation. Donc, il y a une sorte d'épreuve de la congélation qui est repérée par les parents. Et si on prend par exemple le diagnostic préimplantatoire, il va y avoir une sélection d'embryons pour ne retenir que ceux qui ne sont pas malades. Donc là aussi, on va supprimer des embryons. Il faut noter aussi la mort in utero ou à la naissance d'un frère jumeau, dans le cadre de grossesse gémellaire, des choses qui surviennent de façon naturelle. On pourrait imaginer aussi se poser la question du décès de la mère à la naissance et de la survie de l'enfant. Et puis, dans un autre registre, alors de survie, par contre, on pourrait, oui, alors là c'est excessif. Je vais être dans l'excès, mais dans une analyse complètement, je dirais, obsessionnelle des mécanismes d'action des techniques qui tournent autour de l'embryon et des gamètes. On pourrait dire aussi la question des grossesses après port de stérilet, puisque le stérilet est quelque chose qui va avoir une action antinidatoire, si on veut. Mais alors ça, je ne sais pas du tout si c'est métabolisé par le psychisme en tant que tel. Alors, du côté des expériences de survie individuelle, il y a effectivement la question des tentatives échouées d'avortement provoquées, que ce soit par des méthodes artisanales, surtout à l'époque où l'interruption de grossesse n'était pas légale, et puis, ou que ce soit après échec d'une méthode vraiment médicale efficace, comme une IVG par aspiration ou une IVG médicamenteuse. Il y a des échecs parfois, et parfois des femmes choisissent de laisser l'enfant en vie et d'accueillir la grossesse. Alors je ne sais pas s'il faudrait mettre les menaces de fausse couche quand c'est des menaces extrêmes, peut-être plutôt les menaces vitales pour la mère, quand vraiment la mère elle-même est menacée par une maladie ou un accident, voire même qu'elle est en état de mort cérébrale. Je pense que peut-être est-ce que ça peut constituer une menace pour la vie de l'enfant, on peut voir ça comme ça, je ne sais pas s'il faut le voir comme ça. Quelque chose qui se rend compte quand même, la question des conceptions sous stérilet, ça, effectivement, des enfants conçus sous stérilet, c'est quelque chose qui arrive. On sait que le stérilet était là pour empêcher la conception, souvent par une action anti-implantation, donc sans forcément empêcher la fécondation. À ce titre-là, j'ai une anecdote comme ça d'une femme qui portait un stérilet qui était d'un lot défectueux. Et toute une série de femmes étaient tombées enceintes à la suite du port de stérilet, qui a un lot défectueux. Et les médecins avaient recherché toutes ces femmes qui avaient ce lot défectueux et leur avaient proposé des interruptions de grossesse. Et cette femme, elle, avait choisi de garder cet enfant, et c'était la seule du groupe. Donc on voit bien une expérience multiple où finalement il y a un groupe d'enfants conçus à un moment donné sous un stérilet, les médecins qui vont proposer l'IVG, et donc tout un groupe décimé, et puis cet enfant qui est survivant. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet enfant, c'était quand je faisais mon service militaire, mais enfin c'est ma femme qui m'avait raconté ça, et on peut se dire que effectivement ce genre d'histoire pourrait faire le lit d'un sentiment de survivance. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais on a là une situation concrète qui pourrait... Dans le cadre de la fécondation in vitro, par exemple, on peut avoir des histoires multiples comme ça. Un couple qui fait des fausses couches répétées, donc il va se tourner vers la fécondation artificielle à cause de ces fausses couches répétées. Et puis il va faire une fécondation d'une dizaine d'embryons, congélation, échec du transfert frais, décongélation, nouvel échec du transfert multiple, décongélation à nouveau, grossesse multiple triple, réduction embryonnaire, mort in utero. Enfin, on peut avoir des histoires assez colossales et assez étendues. Si on voyait, alors ça j'ai pas vu de cas concret, mais si on voyait le diagnostic préimplantatoire dans des maladies très mortelles, on se dit que l'enfant conçu va avoir toute une série de deuils dans sa famille, avec par exemple des enfants qui sont morts de la maladie, des fausses couches répétées, et puis ce diagnostic préimplantatoire qui va sélectionner des embryons. Alors quelle est la clinique ? Il faut que j'avance un petit peu.
plus rapidement, quelle est la clinique de cette survivance prénatale ou périconceptionnelle. Alors à la base, moi, j'avais décrit le cas de deux adultes conçus après une série d'avortements provoqués à l'époque où la pratique était illégale. Donc j'avais cité l'observation de Monsieur V, venu consulter pour un syndrome dépressif réactionnel au décès de son frère. Et cet homme âgé d'une 50aine d'années révélait dès le premier entretien sa position d'enfant conçu après une série d'avortements provoqués. Et il m'avait dit tout de suite, très très rapidement en début d'entretien, « Ma mère a réussi à faire passer les autres, mais pas moi ». Et ce patient exprimait dans de multiples registres son sentiment permanent d'être condamné à survivre. Il ne supportait pas de survivre à ses deux frères, tous les deux disparus. Il racontait également qu'il avait la peau dure, puisqu'il avait fait 8 états de mal asthmatique ayant nécessité des séjours prolongés en réanimation, mais qu'il n'avait jamais été satisfait de vivre. Il racontait même, les médecins n'en revenaient pas, il était vraiment au bord de la mort, et puis tchouk, il se réveillait et ça marchait. Éprouvant douloureusement sa survie, il racontait cependant qu'il s'était toujours considéré comme quelqu'un d'à part, d'exceptionnel au-dessus des autres, mégalomanie. Il faisait des calculs à partir des âges de ses frères, selon lesquels il vivra très vieux, jusqu'à 96 ans, malgré sa maladie, comme s'il était un peu capable d'être immortel. Et sa demande de psychothérapie a attiré l'attention. Il voulait trouver un sens à sa vie afin de vivre plutôt que de survivre. Et puis, au cours d'un entretien, il avait fait part d'une émission de télé qu'il avait écoutée. Et il me disait, j'ai entendu Simone Veil qui avait témoigné de sa psychanalyse avec Jacques Lacan. Et cette psychothérapie lui a permis de revivre. Il laissait entendre qu'il aimerait suivre aussi une telle psychothérapie. Et puis, en fait, ce n'était pas Simone Veil qui avait fait ce témoignage, mais une autre personnalité politique. Donc on pouvait se demander ce lapsus qui se rapportait à Simone Veil, est-ce qu'il avait un petit peu un rapport avec ce sentiment d'être un survivant qui semblait hanter ce patient. Et effectivement, il répondait sans hésiter qu'il ne serait pas en vie si la loi Veil avait existé au moment de sa conception. Donc bon... Voilà. Alors, on sentait bien chez cet homme quand même une dynamique autour de la dépression, une espèce d'insatisfaction à vivre, à la fois des sentiments un peu mégalomaniaques, et lui aussi il était un peu au-dessus des lois comme ça, il était un peu transgresseur comme personnalité. Il y avait plein de choses comme ça autour de la mort aussi. Son ami quand il était jeune a vu des avortements, ils avaient gardé les fœtus, enfin des choses assez morbides. Il avait vraiment voulu insister pour que le médecin euthanasie son frère parce qu'il supportait pas qu'il souffre. Donc vraiment des prises comme ça, des choses très fortes autour du rapport à la mort. Et puis il y avait cette pathologie comme ça asthmatique dont on pouvait se demander si elle était l'expression d'un conflit psychique autour de la survie, avec ces états de mal asthmatique où tout d'un coup il était au bord de la mort et puis il survivait. Alors j'avais rencontré un deuxième homme, alors là beaucoup plus brièvement au cours d'une hospitalisation, et cet homme, lui, sur un mode un petit peu mégalo, un peu parano, je dirais, me racontait vraiment en détail ses emplois d'ouvrier à haut salaire. Il était scaphandrier en milieu radioactif, donc un poste à haut risque, et il passait ses entretiens à parler de ça, et puis il soudait sous l'eau en milieu radioactif, et il avait fait une fois une erreur complètement absurde qu'il avait mis au bord de la mort avec un accident de plongée grave. Et par contre, il avait révélé aux infirmières que sa mère avait fait toute une série de fausses couches provoquées, était elle-même sans doute faiseuse d'ange, à l'époque où l'avortement donc était pas légal. Et puis son père était lui-même rescapé d'un camp de concentration. Donc on voyait là toute une série d'éléments qui s'accumulaient et qui pouvait penser qu'on était en présence de quelque chose autour d'une survivance. Mais cet homme avait été que de passage. Et là, c'était plutôt la position mégalomaniaque qui était centrale, avec quand même une hospitalisation pour dépression. Alors, l'idée, c'était de regrouper donc ce syndrome de survivant autour de trois axes. Finalement, la culpabilité aurait comme corollaire inconscient « je suis en vie, donc je suis responsable de la mort des autres ». Et on aurait des manifestations cliniques comme la dépression, avec un sentiment pénible de survivre, parfois des éléments persécutifs, quand la culpabilité est plutôt accusatrice. Chez l'enfant, on peut observer aussi l'impression que tout le monde est contre lui, des choses comme ça, des dessins de fantômes aussi. Deuxième axe, la toute-puissance avec le corollaire inconscient, je suis indestructible puisque j'ai vécu à la mort des autres.
Et sur le plan clinique, on voit un peu ce sentiment d'être un être à part, exceptionnel, ces récits comme ça un peu mégalomaniaques sur son mérite. Chez un enfant comme ça, la question de l'agressivité, de l'absence de limite, le sentiment de toute puissance. Un enfant qui disait, un cas qui m'a été rapporté, où l'enfant disait vraiment, c'était son expression, je peux tout, je sais tout, enfin vraiment une espèce de sentiment comme ça de pouvoir. Et puis l'expression paradoxale des mouvements de culpabilité de toute puissance qui se manifeste par ce besoin inconscient d'éprouver la survie, comme je le disais, que ce soit des prises de risques chez l'enfant comme chez l'adulte, ou peut-être la maladie psychosomatique qui pourrait être effectivement... on pourrait penser à ça. Et puis, chez un enfant comme ça, j'ai une observation d'un enfant qui fonce dans les portes fermées, enfin comme s'il était... à la fois au-delà des règles et puis quand même qui se met comme ça en danger. Alors, on a en fait dans la pratique clinique, en dehors des... Alors moi j'avais ces 2 cas, après j'ai eu d'autres cas qui sont apparus, pas très nombreux, je pense que moi, je suis psychiatre ordinaire, si je puis dire. Je suis pas. Alors, j'ai une consultation autour des femmes enceintes, mais je fais de la pratique tout venant, donc j'ai pas une spécificité d'être le spécialiste de la survivance qui rencontrerait tous les survivants de France. Donc, finalement, on décrit une problématique au sens psychologique. Moi, j'ai rencontré au moins 5 cas. Après, j'ai analysé dans la littérature d'autres cas, mais finalement, j'ai pas une expérience. Agapa a plus d'expérience que moi, je dirais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a effectivement 2 démarches en psychiatrie. Soit on a la démarche très épidémiologique où finalement on voit des centaines de cas, mais on risque de passer à côté de problématiques plus fines. Et puis il y a la démarche de l'étude de cas où finalement des problématiques comme l'enfant de remplacement finalement ont été décrits à la base sur 6 cas. Si on voit l'autisme de Kanner, ça a été décrit sur 20 cas. Donc je veux dire, les études cliniques finalement en psychiatrie vont reposer sur des analyses de cas un petit peu plus détaillées qui concernent seulement une petite cohorte. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve de la littérature existante, et effectivement, il y a, je dirais, je ne suis pas le seul à m'intéresser à ça, mais on rencontre effectivement dans la littérature scientifique un certain nombre de cas où on se dit, là, ce qui est décrit, ça fait penser à ça. Ou bien on rencontre des professionnels qui, écoutant un exposé, disent moi j'ai ce cas-là, vraiment ça correspond à ce que vous dites, et donc on accumule un petit peu le nombre de cas. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de systématique aux conditions biographiques de la personne. Je veux dire, il est impossible d'affirmer par exemple que toutes les fécondations in vitro iraient ancrer un sentiment de survivance chez les enfants. Enfin, ce serait déraisonnable de pouvoir l'affirmer. Par contre, qu'on sente qu'il y a une problématique, qu'on revoit je pense que la reconnaissance de cette notion de survivance permet d'avoir une oreille plus attentive et peut-être de rechercher d'autres choses qu'en écoutant des parents qui ont un enfant conçu in vitro qui expriment un investissement très, très mégalomaniaque de leur enfant comme vraiment un être à part exceptionnel parce qu'il a passé l'épreuve de la congélation. Là, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se met en place, comment aider les choses. Il est certain que tous ces symptômes, il faut les voir comme quelque chose là où on fantasme sur la survivance, mais c'est finalement des symptômes assez ordinaires et pas très spécifiques non plus. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce ne sont pas des symptômes, la toute-puissance en psychiatrie infantile, je veux dire le sentiment de toute-puissance chez l'enfant, je veux dire un enfant sans limite qui ne supporte pas les règles ou je ne sais pas quoi, c'est de la pratique quotidienne. Donc aller à la pêche après, effectivement, est-ce que ce sont nos fantasmes et on plaque une problématique? Je pense que ça dépasse les fantasmes, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de clinique là-dedans, dans cette problématique, mais il faut avoir toujours la prudence dans l'analyse de ces soucis. Alors, je peux vous rapporter donc quelques cas. Ah oui, alors j'ai plus beaucoup de temps. Alors, je vais vous rapporter le cas de Damien, qui m'avait été rapporté par une éducatrice et un médecin. Donc Damien est un enfant très désiré, né après 10 ans de prélèvement et d'attente, après plusieurs fausses couches aussi. Sa conception a eu lieu par fécondation in vitro, puis il a été congelé 2 mois après 3 autres embryons.
C'est le seul embryon à être développé. Ses parents consultent car ils n'en peuvent plus. Damien, 2 ans et demi, fait colère sur colère. Il se roule par terre, ne supporte aucune frustration, il n'a aucune limite. C'est un enfant impossible, explique sa mère. Les parents s'interrogent, ils se disent déçus. C'était un aboutissement d'avoir cet enfant. Qu'est-ce qu'on a raté ? La culpabilité explique, il a survécu, il a été le plus fort, survivre tout ça et vivre après de telles épreuves. Ce fut un miracle, un vrai miracle. Elle parle d'enfants inespérés. Et maintenant, on se dit, on a forcé la nature, on le paye. Donc on voit bien mouvement de culpabilité, mouvement d'investissement mégalomaniaque de l'enfant. Donc cet enfant, on voit bien que les positions éducatives sont quand même particulières, puisque le père, par exemple, évite de perdre afin qu'il ne déclenche pas de crise, que l'enfant ne déclenche pas de crise de colère. Donc on sent bien que le père, en ne mettant pas de limite dans le jeu, en n'apprenant pas à l'enfant à perdre, ce qui est quand même un apprentissage de base, il renforce ce sentiment de mégalomanie et de toute puissance de l'enfant. Et Damien d'affirmer, je suis le premier, le plus fort, je peux tout faire, je pense que je sais tout. Donc ça, c'est vraiment ses propos. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il court à toute vitesse dans le couloir qui mène à la sortie, se heurte violemment à la porte en pleine face, il est tout étourdi comme incrédule, comme s'il pouvait faire tomber la porte ou la traverser. Il se sent un petit peu comme ça agressé par les autres, ils ne veulent pas jouer avec moi, comme s'il était un petit peu une espèce de vécu un peu persécutif de sa relation à ses pairs. Et puis là, les parents mettent bien que la vie est impossible à la maison. Alors, petit à petit, donc, l'éducatrice et le médecin aident un petit peu les parents à affirmer leur autorité pour mettre finalement une limite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de troubles du sommeil. Et alors, un jour, le père raconte comme ça, avec beaucoup de satisfaction, je suis parvenu à l'apaiser, il s'est endormi tranquillement. Je lui ai raconté qu'il existait plusieurs petits anges au ciel qui veillaient sur lui et allaient l'aider à s'endormir. Ça a marché, j'en suis encore tout surpris. Et Damien avait à cette époque 4 ans. Donc on voit bien dans le discours se situer la place des embryons morts, ces anges qui veillent sur l'enfant et qui l'aident à se rendormir. Si on veut prendre... Je vais pouvoir me permettre de déborder de 5 ou 10 minutes à peu près, ça peut aller. Parce que je trouve que ça vaut le coup quand même de citer un peu des observations cliniques rapportées par des confrères. On trouve vraiment dans la littérature, on arrive à trouver des histoires où sanguent ces sentiments de survivance. Alors là, Geneviève de Lézy de Parseval, qui est quand même une psychanalyste assez connue, qui rapporte comme ça la grossesse de Madame Bernard, enceinte de triplé à la suite d'une fécondation in vitro, mais la grossesse était mal passée. À partir du 5e mois, les choses avaient viré au cauchemar. Le premier triplé était mort, il était resté nécrosé dans l'utérus jusqu'à l'accouchement. Le mois suivant, le second bébé était mort. Quant au 3e Alexandre, il avait risqué le même sort. Il était finalement et heureusement né, très prématurément cependant. Il avait ensuite passé 3 mois dans une unité spécialisée de néonatologie. C'est avec Alexandre, qu'elle appelle le survivant, le miraculé, que Madame Bernard vient aujourd'hui. Ce petit garçon âgé de 14 mois est éclatant de santé et de vivacité. Les 2 bébés morts, Achille et Hélène, ont été inhumés dans le caveau familial maternel. Alexandre est un petit garçon très vif, très en avance sur le plan psychomoteur. Je le nomme mentalement sur le pont, explique Geneviève de Lézy. Il l'est d'ailleurs tellement qu'il pose à ses parents un problème qui épuise la mère et irrite beaucoup le père. Il dort excessivement peu, exige la présence de sa mère durant la période d'endormissement et quand il se réveille, au bout de 2 ou 3 heures, il n'accepte de se rendormir qu'avec sa mère. Alors elle explique qu'elle a toujours l'œil sur lui. Alors, c'est intéressant. On voit bien donc cet investissement, je veux dire, comme un miraculé, un être à part, vraiment cet investissement du survivant comme un être hors du commun un peu. Et c'est intéressant d'analyser les choses comme ça dans des relations précoces finalement, à très faible distance de la naissance, parce qu'on voit comment les choses se mettent en place. Alors, d'après une tante maternelle, cette insomnie serait due au fait qu'Alexandre serait habité par d'autres, les explications de l'entourage familial. Donc, il a bien repéré les autres. Cette remarque a immédiatement suivi d'un refus scandalisé de la famille maternelle. L'autre problème, dit Madame Bernard, est la question de l'enfant suivant. Le médecin qui a fait les fécondations in vitro dans un autre hôpital la relance à propos des embryons congelés surnuméraires du couple. Il y en a 14. Et il les engage à ne pas attendre trop longtemps. On leur a proposé également de donner les embryons à un autre couple, ce qui les a totalement horrifiés. Le couple Bernard se demande comment Alexandre va supporter la présence d'un frère ou d'une sœur qui, lui, a déjà connu cela in utero. C'est au fond une sorte d'autorisation de faire une réimplantation d'embryons que Mme Bernard nous demande. 1 mois plus tard, elle arrive, souriante, m'annonçant qu'on lui a replacé 2 embryons, qu'elle est donc enceinte de jumeaux.
Elle rappelle au début du mois suivant, tout va bien, me dit-elle, sauf qu'il y a eu un gros incident au cimetière au moment de la Toussaint. Alexandre refusait de partir, très occupé à nettoyer avec son petit balai la tombe de son grand-père, également de ses frères et sœurs. La mère et la fille se sont en plus fortement disputées à cette occasion. Sa mère lui a reproché de se laisser contaminer par les superstitions de sa belle famille, en particulier cette manie d'aller au cimetière à tout bout de champ et d'y emmener Alexandre. Madame Bernard rappellera peu de temps après pour annoncer qu'elle a fait une fausse couche précoce. Un mois plus tard, l'obstétricien lui a replacé 2 autres embryons. Donc on voit tout le périple comme ça biographique autour de ces embryons morts, replacés. Le deuil, la question du deuil avec effectivement un enfant qui est amené sur la tombe, comme on voit dans les enfants de remplacement, tout ça, des choses comme ça. Et on voit là, on peut lire un peu à travers ces descriptions, on peut imaginer un petit peu ce qui peut se mettre en place à partir de ces biographies conceptionnelles extrêmement chargées et prénatales, extrêmement chargées de pertes et de deuil à faire. Donc je trouve que c'est intéressant de voir ces récits. J'en cite un dernier là, parce que je trouve qu'il est intéressant aussi, rapporté par Muriel Flistreff, qui est une psychanalyste qui travaille à Béclair en service de fécondation in vitro. Donc Régine a eu plusieurs fécondations in vitro, se sont soldées par des échecs. Lors de la dernière tentative, 4 embryons ont été remplantés. L'un d'eux disparaît spontanément. La grossesse se poursuit avec des triplés. Les médecins estiment donc qu'il faut recourir à une réduction embryonnaire. Régine ressent un choc violent le jour de l'échographie lorsqu'elle découvre les 3 sacs embryonnaires. Elle est comme frappée par la foudre. Elle a l'impression de voir un intérieur d'elle-même qu'elle ressent comme étranger et se sent transportée dans un univers irréel avec une impression de sidération. Se sentant incapable de garder les 3 enfants, elle accepte la réduction embryonnaire. L'un des embryons est supprimé, la grossesse gémellaire se déroule sans complications physiques, mais Régine se montre indifférente à tout ce qui l'entoure. Elle ne peut ni se réjouir de la future naissance, ni manifester la peine pour celui qu'elle a perdu. Régine manifeste des signes de dépression. Elle accouche de 2 petites filles. 18 mois plus tard, angoissée, ne pouvant se livrer à son entourage qui ne la comprend pas, elle confie à la psychologue le sentiment qui l'obsède, un sentiment de perte à l'égard du bébé qui n'est pas là. Elle est persuadée que l'enfant disparu était aussi une fille qui envahit constamment ses rêves et sa vie quotidienne. Quand elle donne à manger à ses 2 enfants, elle pense à nourrir le 3e. Si elle achète des vêtements, Régine s'arrête juste à temps avant d'en choisir pour une autre fille. Il y a une perception quotidienne illusoire de la présence de cet enfant, perception qui s'est manifestée dès la naissance des filles. Au fil des entretiens, Régine s'interroge sur le sens de cette mort qui est vécue dans un état de douloureuse culpabilité. C'est moi qui ai pris la décision de la mort d'un futur enfant innocent, qui n'avait ni infirmité, ni malformation, mais qui était trop. C'est à travers la notion de sacrifice qu'elle sait, comme la plupart des patientes, expliquer sur cette mort. L'enfant absent s'est sacrifié pour que les autres vivent, explique Muriel Flistreff. Alors donc le choix de cette psychologue, et ça vaut le coup d'en discuter 2 minutes, le choix de cette psychologue, c'est de dire que finalement l'enfant absent s'est sacrifié pour que les autres vivent. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que la psychologue dit ça soulage la culpabilité des parents, mais moi je trouve que c'est en train de faire basculer la culpabilité sur l'enfant en inscrivant des embryons héros qui se sont sacrifiés pour que l'autre vive. Donc je trouve que je ne sais pas quelle attitude il faut avoir par rapport à ces situations-là, mais j'ai l'impression que cette attitude-là, à mon avis, vraiment peut faire le lit d'un sentiment de survivance chez l'enfant en lui montrant des embryons héros qui se sont sacrifiés pour qu'ils vivent. Donc bonjour la culpabilité après, quoi. C'est-à-dire que s'ils se sont sacrifiés pour moi, donc c'est qu'ils étaient meilleurs que moi, et donc pourquoi suis-je en vie à leur place, quoi. Donc je pense que tout ça mérite beaucoup d'études encore, parce qu'on commence à réfléchir là-dessus. Alors on pourrait citer un des cas de Françoise Molena autour de la mort à la naissance d'un jumeau. Moi j'ai aussi eu un contact comme ça par mail avec une jeune femme qui avait vécu la perte de sa sœur jumelle à la naissance et qui vraiment était hantée par un sentiment de survivance très très fort, qui avait été jusqu'à demander qu'on exhume le corps de cette jumelle et qui, quand elle avait fait cette démarche sur le mode légal, elle s'était ressentie un peu reconstituée dans son corps, comme si quelque chose était un petit peu réparé. Alors c'était une histoire très forte parce que le père avait complètement voulu nier la mort de cette jumelle et la mère ne savait même pas le lieu de sépulture de la jumelle. Donc il y avait une espèce de secret là, c'était par le biais d'un secret que ça s'était fait. Alors, pour finir...
Alors je ne parle pas de la survivance individuelle, hein. Il est sûr que la question qui se pose, c'est celle de la transmission psychique, finalement, hein, parce qu'on est bien loin de l'expérience du camp de concentration, ça n'a rien à voir, on sait bien que l'embryon ne peut pas éprouver la perception, enfin on imagine, hein, c'est une hypothèse en tout cas, on imagine que l'embryon n'a pas la capacité perceptive de ressentir la présence des autres embryons. Alors ça, c'est mon hypothèse, hein, il n'y a pas de conscience propre de l'embryon, on pourrait faire je n'ai aucune preuve de cette hypothèse, de la réalité de cette hypothèse, donc il faudrait faire l'hypothèse contraire où l'embryon aurait une conscience, hein. Certains partent de cette hypothèse aussi en disant finalement les expériences de mort imminente nous disent qu'il y a un défilement des souvenirs qui est à une telle vitesse que la physique nucléaire, la physique quantique ne peut pas expliquer ce déroulement de souvenirs. Donc c'est qu'il y a une conscience, un autre mode de conscience supraphysique qui existerait, hein. Alors moi, je ne sais pas quoi penser de ces hypothèses. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je trouve que c'est intéressant d'avoir deux types d'hypothèses. Et moi, je creuse l'hypothèse où il n'y a pas de conscience embryonnaire, hein. Donc, je crois qu'effectivement, le modèle que je vais proposer va se baser sur des interactions qui se mettent en place dès la grossesse, sur la base d'une biographie conceptionnelle, sur la base d'une identité de l'enfant qui est investie dans une relation qui peut être hantée par ses deuils, par ses pertes, et là-dessus va se bâtir, à mon avis, le sentiment de survivance. Ce modèle est finalement celui des interactions fantasmatiques, hein, c'est-à-dire finalement les parents, la famille élargie, la société sont les dépositaires de l'histoire de l'être humain conçu et lui transmettent par leur discours, par leur communication infralangagière, par aussi les secrets, les non-dits, et il va y avoir une transmission psychique sur la base de fantasmes parentaux qui s'inscrivent dans la relation avec l'enfant et qui participent à sa subjectivation, hein. Alors, il va de soi que l'être humain conçu incarne finalement dès la gestation son histoire, l'histoire de sa vie en général et celle de sa présence au monde, ou ici l'histoire de sa survie. Il est présence et manifestation de cette histoire auprès de ses parents qui l'éprouvent avec leur sensibilité propre, avec leurs sentiments, leurs projets d'avenir, leur culpabilité ou leurs ambitions, leurs mouvements affectifs de négation aussi, et qui la restituent à leur enfant selon les modalités propres à son âge tout au long de son développement, hein, que ce soit par le holding, le handling, les soins, la narration, les réponses aux non-dits ou les non-dits aux questions de l'enfant et les discours sur l'origine, tout ça. Voilà, donc je m'arrête là. On verra un petit peu plus en détail cette question de la grossesse et de la transmission psychique dans cette période-là. Je remercie le Dr Benoît Bayle pour son excellent exposé. Vous aurez la possibilité de poser des questions aux conférenciers à la fin de la journée, au moment de la table ronde. Je vous propose donc de noter vos questions pour ne pas les oublier. Je vous invite maintenant à une pause café d'une demi-heure. On va faire jusqu'à 10h50. Je vous remercie d'être de retour à l'heure. N'oubliez pas d'aller faire un tour au stand de notre libraire qui a commandé des livres sur le thème de la survivance qui pourront vous intéresser. Vous trouverez à la boutique Agapa plusieurs livres édités par l'association, une brochure juridique sortie en 2007 parlant des différentes modalités de reconnaissance légale de l'enfant non né en Suisse et en Europe, le livre de Julien ou le témoignage d'une maman qui a vécu une grossesse extra-utérine, un livre de contes pour enfants sur le deuil périnatal et la survivance avec de magnifiques illustrations qui vient de paraître, et la possibilité de commander un livre de témoignages de survivants adultes qui va être édité cet été. Vous trouverez également à la boutique Agapa des sculptures de Fabienne Aumont d'Annecy, formatrice et consultante en communication et en marketing social, qui a aidé l'association à rédiger sa charte et à relooker ses feuillets de présentation. Vous pouvez enfin commander l'enregistrement de cette journée de conférence qui sera de qualité professionnelle. Vous avez un feuillet de commande dans votre dossier et vous pouvez le déposer au stand Agapa. Je vous souhaite une bonne pause et je vous attends à 10h50 de retour à vos places. Merci beaucoup.